Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial puisque je reçois Marion, la fondatrice de Elia, pour parler de son histoire dans une interview décalée parce que ce serait pas drôle, Marion. Absolument pas. Absolument pas. Comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Moi, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Tu sais, classiquement, quand on rencontre les gens, on leur demande un peu qui ils sont, leur âge, d'où ils viennent. Ça, c'est pas la question que je vais te poser en premier. Je vais te poser la question, Marion, c'est quoi ta valeur principale? Ma valeur principale, je pense que c'est l'honnêteté. C'est vrai? Ouais. Enfin, j'essaye. Tu vois, ça, c'est typique d'une vraie valeur principale. L'honnêteté, c'est vrai? J'essaye. Ah ouais. Celle que tu préfères chez les autres? Je pense que c'est la loyauté. La loyauté. Ouais. Ok. Parce que ça inclut des valeurs d'honnêteté, de transparence. C'est quoi ce que tu détestes le plus chez les gens? Les gens, tu les vois comme ça, tu fais demi-tour. Je sais pas, j'ai du mal à détester les gens, déjà, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se cache derrière un comportement. Ouais. Je pense que quand j'ai du mal avec quelqu'un, c'est quand on a des valeurs qui sont pas du tout alignées. Ça t'est déjà arrivé dans ta carrière? Ouais. À quel moment? Dans mon ancienne vie. C'était quoi ton ancienne vie? Alors, dans mon ancienne vie, j'étais commerciale dans une entreprise tech. Et au-delà d'être commerciale, on concevait des produits tech pour aider les e-commerçants. Donc, à créer des communautés. Enfin, dans mon ancien job, en tout cas, on crée des communautés de consommateurs pour conseiller, aider les consos à mieux utiliser leurs produits. Et ta valeur honnêteté, à ce moment-là, à l'époque, elle était comblée? Alors, elle a été comblée pendant un bon moment. Jusqu'à ce que tout s'effondre. Qu'est-ce qui s'est effondré? Alors, du coup, déjà ma vie perso. J'avais d'autres attentes qui n'étaient plus forcément alignées avec le taf que je faisais. Tu vois, je travaillais 15 heures par jour, minimum, 85 heures par semaine. J'avais une dizaine de déplacements en France, à l'international, pour aller voir des clients. Et en fait, tout ce rythme de vie n'était plus du tout aligné avec ce dont j'avais envie, avec ma vie familiale. Et quelque part, j'étais plus honnête avec moi-même puisque mon quotidien n'était pas du tout aligné, en fait. T'étais heureuse? J'étais très heureuse d'un point de vue perso. Je le suis toujours et ça, c'est assez constant. J'étais moins heureuse au travail et j'étais très heureuse avec mes clients. Donc c'était plutôt le contexte, on va dire, qui me rendait plus trop heureuse. Qu'est-ce qui t'a fait... Tu m'as dit tout s'est écroulé. Qu'est-ce qui s'est écroulé? Tout l'équilibre que j'avais mis en place. Tout l'équilibre que j'avais mis en place, qui était, Marion se lève le matin, elle va bosser, puis elle rentre le soir tard, elle profite avec son mari, et puis on recommence. Qu'est-ce qui a fait que ça a explosé? Des envies. Des envies de maternité, des envies de vie plus calme, des envies aussi de pouvoir me reconnaître dans ce que je fais au quotidien, et de me dire, je fais quelque chose qui a du sens. Et là où je trouvais du sens, quelque part, quand j'ai commencé, je le trouvais plus du tout. Parce que mes envies avaient changé aussi. Donc ça s'est un peu écroulé. J'ai mis du temps à m'écouter aussi et à comprendre que j'étais plus alignée du tout, en fait. Ce temps, ça a duré combien de temps? Des semaines, des mois, des années? Ouais, je pense une bonne année. Une bonne année? Une bonne année, ouais. T'avais une idée un peu de reconstruction ou juste tu voyais de la déconstruction, tu voyais que t'étais plus alignée? Effectivement, tu vois, je me sentais de moins en moins bien dans l'entreprise, donc j'interagissais beaucoup moins avec mes collègues, je faisais le taf en fait. Et en plus, comme j'étais à chaque fois à l'extérieur, c'est vrai que j'étais déjà décorrélée de la culture d'entreprise. Je vivais la culture d'entreprise de mes clients, donc j'étais très alignée sur leurs besoins à eux et un peu moins sur les besoins internes de l'entreprise. Donc je me suis un peu déjà, tu vois, c'était un peu le grand écart. Et après, effectivement, ma vie perso est rentrée. Donc, avec ce désir de grossesse et ce désir de bébé qui a impacté mon quotidien, mais de façon assez violente. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté la pilule. Donc moi, j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose, dont je souffre depuis, je pense que je suis le début de mes règles, depuis que j'ai 12 ans. Mais ça a été détecté vraiment à l'âge de 18 ans. Donc j'ai eu, de façon assez violente, puisque j'ai eu une torsion ovarienne. J'avais un kyste assez gros qui a fait basculer mon ovaire et qui s'est fissuré. Donc j'avais une hémorragie, voilà. Donc ça a été opération en urgence. Et j'avais... donc on a conservé mon ovaire. Donc je te parle de ça il y a 12 ans. Hein, donc j'ai eu la chance d'être bien accompagnée et bien prise en charge par des médecins. Mais bon, ils ont, en nettoyant, on va dire, l'endométriose et les séquelles qu'il y a eu tout autour dans mon petit bassin, ils ont enlevé de la réserve ovarienne. Et donc je me suis retrouvée à 27 ans avec la capacité d'une femme de 50 ans pour faire un enfant, quoi. D'accord. Grosso modo.
Et là, il s'est passé quoi? Et en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai arrêté la pilule. Mon endométriose a été suivie, ce qui était le cas déjà depuis une dizaine d'années. Mais j'ai commencé à avoir des cycles totalement anarchiques. Donc des règles qui venaient tous les 10 jours, tous les 5 jours, qui duraient dans le temps. Et donc c'était déjà plus compatible avec mon rythme où je me déplaçais jusqu'à 15 fois par semaine, puisque en fait je me retrouvais en rendez-vous avec la crainte d'avoir mes règles, puis des douleurs très importantes, des crampes, tu vois. Donc voilà, déjà là j'ai eu, tu vois, une prise de conscience. Marion, il faut lever le pied. Ton corps te fait réagir, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Tu as parfaitement répondu à ma question. Et du coup, la suite, c'est quoi? Tu as ça, tu te sens en décalage, tu sens que ton corps t'envoie un autre message, tu as ce désir d'enfant. Ce désir d'enfant, il se concrétise comment à ce moment-là? Tu avais quel âge? 27 ans? J'avais 27 ans, oui. Ouais. Ça faisait déjà 6 mois qu'on essayait d'avoir un enfant naturellement. Ça n'arrivait pas. Et moi, j'avais des cycles de plus en plus douloureux. Et quand on veut avoir un enfant et qu'on le désire profondément, les échecs répétés altèrent un petit peu l'aspect psychologique, la bonne humeur, etc. Et c'est vrai que ça devenait de plus en plus difficile tous les mois de faire un test de grossesse avant l'heure. Bien sûr. Parce que dans ces cas-là, tu deviens un testeur compulsif. Et tu te dis, j'ai vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de m'intéresser à autre chose. Donc déjà en m'intéressant à des associations qui parlent d'endométriose, puisque j'avais jamais su exactement ce qu'était l'endométriose. À 18 ans, on m'avait dit, t'as de l'endométriose, on t'a opéré, ça sera potentiellement difficile d'avoir des enfants. Mais j'avais pas eu plus d'explications que ça. Et pendant les 10 années qui ont suivi, j'avais été sous ménopause artificielle et sous pilule, avec des contrôles réguliers tous les 6 mois chez le gynécologue, pour m'assurer que j'avais pas de nouveaux kystes ou quoi que ce soit. Mais j'avais pas plus d'infos. Donc je me suis renseignée auprès de l'asso. Je me suis dit à un moment donné, je vais m'investir, comme ça j'en apprendrai un peu plus, et puis je parlerai de mon histoire, parce que je découvrais petit à petit que j'étais pas la seule et que j'étais pas un cas isolé. Ce besoin de parler, de partager, il est important pour toi? Aujourd'hui, il est important, oui. Il est important autour de l'endométriose, parce que je pense que c'est une problématique qui arrive bien en amont des décisions du couple, de la PMA, de la FIV ou d'autres sujets. C'est un besoin viscéral aujourd'hui que j'ai, qu'on découvre, qu'on parle de l'endométriose, qu'on ouvre ce sujet, et dès la petite enfance, en fait, dès le début des règles. Parce qu'il y a effectivement, moi j'ai vécu le mythe que les règles sont douloureuses, que c'est normal. Je me suis retrouvée avec des bouillottes sur le ventre en plein été, sous 40 degrés dans le sud, et c'était pas normal. C'était pas normal, et si j'avais su que ma réserve ovarienne était si faible, peut-être que j'aurais moi-même pris la décision à 20 ans, 25 ans, d'aller faire des processus de congélation d'ovocytes bien plus tôt. Ça t'enlève quand même un stress. Bien sûr. Qui sont à ce jour, si je dis pas de bêtises, pas encore autorisés en France? La congélation d'ovocytes, non, sauf sous cas exceptionnel. Donc, tu vois, si tu as de l'endométriose ou si tu souffres d'un cancer qui impacte ta fertilité sur le long terme, tu peux rentrer dans des processus, effectivement, de congélation d'ovocytes. Sinon, il faut aller dans un autre pays. Belgique, Espagne. Okay. Mais encore une fois, qui rajoute de la charge mentale, du travail, du process, pour quelque chose qui est juste d'avoir un enfant. À la différence de la congélation des gamètes pour les hommes. Où là, tu peux le faire à n'importe quel moment, sous simple prescription. Il n'y a pas de sens, parce que nous, on peut, littéralement, à part le cas d'atteinte au niveau de la prostate, nos gamètes sont viables et jusqu'à nos plus vieilles années. Et j'ai appris au moment où on est rentré en PMA qu'une femme a une réserve ovarienne et ovocytaire qui décroît avec le temps, alors qu'un homme, lui, a une qualité de spermatozoïde qui se renouvelle tous les 3 mois. Tu vois, donc c'est beaucoup plus facile à traiter. C'est un non-sens complet de pouvoir congeler nos gamètes. La suite de toi, ça a été quoi? Alors la suite, ça a été une prise de conscience. J'avais besoin de positiver autour de ce qui m'arrivait. J'avais besoin de me changer les idées, mais j'avais aussi besoin de m'engager beaucoup plus. Et surtout de changer et d'améliorer mon quotidien. Donc j'ai découvert des culottes menstruelles qui étaient distribuées sur un site américain. Je les ai achetées, je me suis dit, tiens, c'est super. Ça a radicalement changé mon quotidien. Je me suis dit, c'est une innovation incroyable. Sauf qu'au bout de quelques lavages, donc les culottes menstruelles, c'est des culottes qui remplacent les protections hygiéniques classiques et qui vont se réutiliser sur plusieurs années. En tout cas, ça c'est ce qui était écrit sur le papier. C'était pas le cas pour celles que j'avais achetées. Et je me suis dit, c'est des culottes menstruelles qui sont bien, qui sont sympas, mais qui sont un peu moches, quoi. C'est les culottes que tu mets au fond de ton tiroir et que tu vas sortir juste pendant tes règles. Et moi, j'avais besoin de me sentir à ce moment-là féminine et de me sentir bien dans mes sous-vêtements.
C'est bête à dire, mais t'as certaines femmes, et c'était mon cas, où quand t'as un gros rendez-vous, t'aimes bien avoir des bons sous-vêtements, être bien habillée, te sentir bien en fait, parce que ça donne aussi confiance en toi. Et j'avais fait un point avec mes gynécologues, parce que moi je mettais à l'époque énormément de tampons, et je mettais des tampons même quand j'en avais pas besoin, parce que j'avais peur d'avoir du spotting ou des règles. Le spotting, c'est des pertes de sang à des moments différents de ton cycle, mais qui sont pas assimilés à des règles. Okay. Et moi, j'avais, tu vois, régulièrement, et donc je mettais des tampons. Et en fait, le vagin, c'est la zone la plus perméable du corps. Et donc, moi, je mettais des tampons et ça a séché. Et donc, j'avais des mycoses, des cystites, voilà, à répétition. Et dans le cadre de mon process PMA, on est allé chercher les perturbateurs endocriniens que j'avais dans le sang et c'était monstrueux. Je consomme plutôt bio, aucun plat préparé. Et donc, on a identifié que les tampons étaient finalement une des causes principales du dérèglement hormonal. De ton intimité, ok. Et donc, du coup, j'ai trouvé que les culottes menstruelles étaient top. Par contre, ça ne correspondait pas à mes valeurs et surtout à la consommation que me proposait et que me prescrivait, entre guillemets, ma gynécologue, qui était d'utiliser des protections bio et en coton bio pour pas vraiment irriter plus que la flore vaginale, plus que ce qu'elle était. Et donc, je me suis dit, je vais porter des culottes en coton, sauf que sur le marché, il n'y avait que des culottes un peu de grand-mère, entre guillemets, et je ne me voyais pas porter ça tous les jours. Donc, en fait, j'ai commencé à dessiner la première culotte en coton bio 100%, avec un peu de dentelle, et je l'ai portée au quotidien, et ensuite sur la zone absorbante. Donc, attends, parce que là, tu as sauté une étape bêta. Ouais. Tu l'as dessinée et tu l'as portée, donc tu l'as dessinée... Je l'ai dessinée, et après, je l'ai faite prototyper. Je me suis fait offrir une machine à coudre par ma mère pour Noël, mais je ne l'ai absolument jamais utilisée. C'est pas mon truc. Enfin, chacun son métier. Mais ouais, je m'étais dit, quelle est la culotte idéale Et donc, j'avais dessiné cette petite culotte en coton bio avec un triangle de dentelle qui s'appelle aujourd'hui Phénomène sur notre site. Et la matière pour absorber le flux, c'était quoi? Alors, du coup, l'idée, c'était de produire en local, très près, parce que de toute façon, c'était des valeurs auxquelles je crois. Enfin, la production locale, le fait de faire marcher l'économie en France et surtout soutenir l'innovation française, c'était important pour moi. Mais j'avais un deuxième facteur à prendre en compte, c'est que je travaillais énormément. Et donc, il fallait quelque chose qui soit assez proche de chez moi pour que je puisse m'y rendre. Et bon, il s'est trouvé qu'un de nos ateliers se trouve dans la zone où j'avais beaucoup de clients à l'époque. Et donc, c'est drôle parce que j'allais voir mes clients pour mon ancienne société. Et entre midi et deux, j'allais voir l'atelier. Je faisais une paire de coups. et sur la zone absorbante, donc j'ai fait appel à une copine dont la sœur était chercheur. Et on est allé tester différentes matières. Et l'objectif, c'était de trouver la matière la plus éco-responsable, la plus aérée, enfin, tu vois, qui puisse respirer le plus pour sécher finalement les pertes. Et donc, on a choisi la fibre de Tencel, qui est une fibre issue du bois de l'eucalyptus. Voilà, donc on a fait pas mal de tests. À ce moment-là, tu n'avais pas dans l'idée de le commercialiser ou tu avais ça un peu dans un coin de ta tête? J'avais ça un peu dans... Alors, je suis entrepreneur de base, j'ai monté plusieurs sociétés et forcément, quand tu as un projet comme ça qui te tient à cœur, c'est le seul projet que j'avais qui me prenait autant au trip en fait. Parce que ça a impacté mon quotidien directement. Et puis plus j'en parlais autour de moi, donc j'avais des réactions un peu éparses. C'était mais qu'est-ce que c'est? Tu vas pas faire des culottes de T'imagines même règles. Pas quand moi, Major Mouvement, aujourd'hui je vais faire, je bosse avec Elia Lingerie. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Et en fait, moi, le parallèle est très simple. On parle de la santé de la femme, moi je parle de la santé. Ah oui, c'est vrai, t'as pas tort. Ouais, donc à un moment donné, cut the crap et viens, on discute quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, c'était, mais tu vas pas vendre des culottes pour les règles, mais c'est dégueu. Ou, ah, mais c'est génial, mais est-ce que ça marche vraiment? J'ai des copines hyper sceptiques. Ma mère qui me dit, mais tu fais un bond en arrière, etc. Tu fais un bond en arrière? Ouais. Par rapport à quoi? Parce qu'avant, les tampons et les serviettes hygiéniques classiques, bien sûr. En fait, tu mettais du tissu et en fait, tu le lavais. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas de machine à laver à l'époque et surtout, le tissu et la construction de la protection étaient différentes. Donc, forcément... c'est pas le même parallèle, même si dans son esprit, ça l'était clairement. Et, ouf. Et donc aujourd'hui, de ce prototype que tu as imaginé, la techno, c'est il y a une techno. Ouais. Sa techno, elle est toujours la même? Oui, c'est toujours la même. Alors après, on a fait des améliorations. Donc, ensuite, Apolline, mon associée, qui a rejoint l'aventure. Et on a lancé très vite une culotte en fonction de ton flux. Et c'est toujours la même techno. Il faut savoir que la culotte menstruelle, c'est assez technique. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste une simple culotte. Et surtout chez nous, où tu as beaucoup de dentelles sur certains modèles, parce que c'est un assemblage assez intelligent de matières et qui doivent vivre avec le corps de la personne menstruée, mais aussi avec les lavages.
Donc tu as des choses à respecter parce que les tissus ne sont pas identiques. Aujourd'hui, elles tiennent des années, les culottes Elia? Aujourd'hui, si tu prends bien soin de ta culotte, elle tient comme une culotte classique. Prendre bien soin, c'est quoi? C'est un bon lavage? Ouais, c'est un bon lavage. Alors, on a différentes étapes dans le lavage, parce que du coup, ça va recueillir du sang. Et aujourd'hui, mais si tu mets du sang à 30 degrés, il cuit. Tu vois, donc ça va abîmer les tissus, ça va les tacher. Donc tu les fais dégorger dans l'eau froide et ensuite tu les passes à la machine. Combien de temps dans l'eau froide? L'idée, c'est de dégorger, en fait, d'enlever le sang et le surplus. D'accord, donc 3 minutes, 5 minutes Ouais, 5 minutes. Après, on a beaucoup de nos clientes, tu vois, qui ont une bassine et qui mettent leurs culottes dedans, qui les essorent, ensuite qui les laissent et qui vont faire une machine avec le reste de leur linge, avec plusieurs culottes, tu vois. Okay. Aujourd'hui, à tes clientes, tu leur recommandes d'avoir combien de culottes? Alors, tout dépend. Quand c'est la première fois que tu vas essayer les culottes menstruelles, tu vas tester avec une ou deux culottes, jour-nuit. Et ensuite, quand tu es un adepte de la culotte menstruelle, que tu sais bien l'utiliser, est-ce que tu l'utilises en plus ou en complément d'une protection classique, ou est-ce que tu vas l'utiliser tous les jours de ton cycle, quand tu as tes règles, j'entends. On va avoir des clientes qui vont avoir 7 ou 8 culottes. Et puis, tu en as qui vont l'utiliser en dehors des règles, quand elles ont des pertes blanches, quand elles ovulent, parfois, tu vois, au lieu de mettre un protège-slip. Ça fait combien de temps que vous existez? Alors, on a commencé à travailler sur les protos en fin 2018, septembre à peu près, et on a lancé avec Apolline sur notre site en avril 2019. Voilà. Ça marche bien? On a vendu un peu plus de 200 000 culottes. 200 000. Ouais. Divisé par 7, je suis nul en maths, ça fait 30 000 clientes? Ça fait un peu plus de clients. Alors, on va pas diviser par 7, tu vas diviser par 2. Parce que la moyenne, c'est 2 culottes. Voilà. Les retours sont positifs? On a des retours très positifs. Alors, c'est vrai que le marché a complètement évolué entre le lancement et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une démocratisation de la culotte de règle et la culotte menstruelle. Ce n'était pas du tout le cas il y a 2 ans. Donc, effectivement, on a plutôt des retours hyper positifs. On collecte régulièrement l'avis de nos clients. Sur 5 étoiles, on va être à 4,6 ou 7. Ce qui est énorme. Parce que souvent, les gens, quand ils donnent une étoile, c'est enfin, quand ils donnent des étoiles, c'est souvent pour gueuler, assez rarement pour être satisfait. Donc là, ça veut dire à quel point ils sont satisfaits. Tu as des clients pas satisfaits, mais après, cette protection ne convient pas forcément à tout le monde. Bien sûr, c'est ce que tu expliques souvent. C'est pour ça que tu conseilles d'essayer, de voir si c'est quelque chose qui convient. Aujourd'hui, Marion, est-ce que tu te sens plus alignée par rapport à tes valeurs? Complètement. Alors, au-delà de me sentir alignée à mes valeurs, j'ai complètement réorienté la façon dont je travaille, parce que j'ai une petite fille entre-temps, issue d'une PMA, donc qui a été un process long, mais je pense qu'aussi ça s'est corrélé, tu vois, changement de vie, enfin voilà. Et ouais, je me sens vachement alignée, et à la fois dans le produit qu'on propose, je trouve que c'est un produit qui est assez honnête finalement dans sa fabrication, dans sa réalité aussi. C'est un produit qui me permet à moi aussi de me bousculer. Voilà, de me bousculer et de proposer des choses que j'aurais aimé avoir avant. Et aussi dans le fonctionnement de l'entreprise même. On a une RH un peu particulière chez Elia. Tout le monde est en télétravail et on va vraiment faire attention à la santé des employés. Donc tu vas avoir parfois des employés qui vont dire là je peux pas bosser, j'ai une migraine, je peux pas bosser parce que j'ai des règles ultra douloureuses. Ça me pose aucun problème dès lors que le travail est fait. Et on va avoir des gens qui sont ultra motivés et qui viennent pour les valeurs d'Elia. C'est bien ça. Et ça me touche profondément parce que c'était pas le cas. Enfin, tu vois, je me permets de faire cette petite anecdote. Mais quand je recrutais quelqu'un dans mon ancienne boîte, il pleurait pas. Aujourd'hui, j'ai une fille hyper touchante dans l'équipe. Quand on lui a fait une proposition d'embauche qui était hyper émue et ça m'a touchée. Et en fait, je me dis, on a réussi. Ça me fout les larmes. Non, mais c'est pas du blabla. Ouais. Tu vois. T'as une culture d'entreprise qui est une culture humaine et sur des valeurs que tu arrives à véhiculer au sein de ton équipe. Ouais, putain, c'est ouf. Non, mais c'est pas faux, en fait. Et quand je te dis on est sur des valeurs d'honnêteté, c'est jusqu'au bout. Et ça va jusqu'aux personnes avec qui on bosse. Tu vois, hier, on discutait des talents avec lesquels on bosse et t'as une certaine rentabilité. Je sais pas si on va le mettre ça, mais t'as une certaine rentabilité chez certaines personnes qui était super, sauf qu'en fait, le contexte change et on rentre plus dans des valeurs qu'on porte nous, donc on arrête. Enfin bref, voilà. Non, je comprends. Ouais. Et moi, j'ai une dernière question. Tu as quitté un travail, tu as eu une endométriose,
un projet de bébé avec la PMA, monter une boîte. Question simple, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à des personnes, peut-être plus des femmes, qui ont envie de se lancer dans certains projets, à leur échelle, hein, pas forcément monter une boîte, pas forcément, mais juste qui ont envie de se battre, qui ont envie de créer quelque chose. Comment tu fais pour mener tout ça de front? Après, moi, j'ai un caractère à tout faire, donc j'ai décidé de tout choisir dans ma vie, tu vois. Mais j'ai mis du temps à arriver à ce moment-là. J'ai toujours été assez hyperactive et donc j'ai toujours eu plusieurs activités en même temps. Mais à leur échelle, je sais pas, je leur demanderais si elles ont quelque chose à perdre, tu vois, à essayer. Qu'est-ce que tu perds? Oui, tu vois, si Elia fonctionne plus demain, je vais perdre quelques plumes. Mais j'aurais tellement appris, tu vois. Donc voilà, c'est d'y aller. Cool. Merci Marion. Merci Greg. Tu vois que tu étais au top. J'espère. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'encourage à fond à Marion raconter son histoire parce que là, vous ne pouvez pas la voir, mais elle a les yeux qui pétillent. Et tu as toujours les yeux qui pétillent quand tu racontes ton histoire. Parce que ça touche à plein de valeurs. C'est pour ça que je t'ai posé cette première question. C'est quoi tes valeurs? Parce que tes valeurs sont fortes, encore plus aujourd'hui, et je pense qu'elles méritent d'être entendues. Alors Marion, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de me les avoir posées. Hein. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci.